Il n'a fallu que 5 secondes pour humilier un garçon de 12 ans et 6 minutes pour paralyser tout le système aérien français. À l'aéroport Charles de Gaulle, au portail 22, sous les néons crus d'une matinée brumeuse, Claire Dubois, une agente d'embarquement d'Air Lumière, a déchiré un billet de première classe en 2 morceaux nets, devant une foule de voyageurs silencieux. « Vous n'avez rien à faire ici », a-t-elle déclaré, sa voix tranchante comme une lame, froide et sans appel. Tandis que ses yeux balayaient le garçon devant elle, Léon Dubois, un enfant frêle, vêtu d'un simple sweat gris et d'un sac à dos usé aux coutures. Le silence s'est abattu sur le portail, lourd, presque palpable. Une femme en manteau de laine a serré son sac à main contre elle, comme pour se protéger d'une tempête invisible. Un homme d'affaires, une tasse de café à la main, a murmuré un « mon Dieu », à peine audible, son regard oscillant entre l'incrédulité et la gêne. Léon, immobile, pâle comme un spectre, n'a pas bronché. Ses yeux sombres fixaient un point invisible, loin devant lui, tandis que les 2 moitiés de son billet volaient jusqu'au sol, comme des feuilles mortes. Il n'a pas ramassé les morceaux tout de suite. Il est resté là, planté comme une statue, son sac à dos pendant mollement sur une épaule, ses mains serrées sur les bretelles, comme s'il s'accrochait à quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. À seulement 12 ans, Léon n'était pas un enfant ordinaire. Dans sa poche gauche, il portait un objet que personne dans ce terminal bondé n'aurait pu imaginer. Une carte d'accès numérique, un badge gris sans logo, gravé d'une simple inscription en lettres dorées, délégué Cialétique. Cette carte, héritée de son grand-père, le docteur Julien Dupont, un ingénieur légendaire qui avait conçu le système Cialétique pour surveiller la moralité des opérations aériennes, était bien plus qu'un souvenir. C'était une clé, un pouvoir, un legs. Et Léon, malgré son apparence modeste, savait exactement ce qu'elle pouvait déclencher. Le portail 22 était bruyant avant cet instant. Les annonces automatiques résonnaient, les valises roulaient sur le sol lisse, et les conversations des voyageurs formaient un bourdonnement constant. Mais lorsque Claire a prononcé ces mots, « Vous n'avez rien à faire ici », le vacarme s'est éteint, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Les regards se sont tournés vers Léon, certains curieux, d'autres mal à l'aise, mais aucun n'osait intervenir. Claire, avec son badge d'Air Lumière bien visible sur son uniforme bleu marine, a pointé un doigt manucuré vers le fond du terminal. « Vous serez en classe économique, jeune homme », a-t-elle ajouté, son ton dégoulinant de condescendance. « Cette place est réservée aux clients prioritaires. » Léon a levé les yeux vers elle, son visage impassible, presque trop calme pour un enfant de son âge. « J'ai un billet de première classe », a-t-il répondu, sa voix posée, sans une once de colère. « Mon grand-père l'a réservé. » Claire a ricané, un sourire pincé étirant ses lèvres. « Arrière de l'avion », a-t-elle rétorqué, sans même vérifier le billet déchiré. Elle a fait un geste brusque, comme si elle chassait une mouche, et a tourné les talons pour accueillir le prochain passager. Léon s'est baissé lentement, ses doigts effleurant le sol froid pour ramasser les 2 morceaux de papier. Il les a glissés délicatement dans la poche de son sweat, comme s'il manipulait un objet précieux. Pas de larmes, pas de protestation. Derrière lui, un homme en costume, absorbé par sa tablette, a levé les yeux un instant, fronçant les sourcils. Une femme à quelques mètres, Madame Élise Martin, une journaliste indépendante aux cheveux auburn et au regard perçant, a sorti son téléphone discrètement et a commencé à filmer. Elle n'a rien dit, mais ses doigts tremblaient légèrement, partagés entre l'indignation et l'instinct de capturer ce moment. Un jeune employé de l'aéroport, Antoine, qui rangeait les cordons de file d'attente, a observé la scène, ses joues rougissant de honte. Il voulait dire quelque chose, intervenir, mais la peur de perdre son emploi l'a cloué sur place. Léon, lui, n'a regardé personne. Il a hoché la tête une fois, comme s'il acceptait un défi silencieux, et a suivi Claire, qui lui indiquait le chemin vers la classe économique, comme s'il était une erreur à corriger. Le terminal était un labyrinthe de verre et d'acier, baigné par la lumière pâle d'un matin parisien. Les affiches publicitaires vantaient des destinations exotiques, des plages dorées, des villes scintillant sous les étoiles. Mais pour Léon, ce n'était qu'un décor flou. Il marchait derrière Claire, son sac à dos cognant doucement contre son dos à chaque pas. Les autres passagers s'écartaient, certains jetant des regards furtifs, d'autres feignant de ne rien voir. Une vieille dame, assise près d'une boutique de macarons La Durée, a murmuré à son mari « Ce n'est pas juste, un enfant seul comme ça ». Mais sa voix s'est perdue dans le brouhaha ambiant. Léon n'a pas entendu. Ou peu, être qu'il a choisi de ne pas entendre.
Il savait, depuis longtemps, que le respect était fragile, surtout pour quelqu'un comme lui, un garçon jeune, discret, sans présence imposante. Son grand-père, Julien Dupont, lui avait appris cela bien avant que la maladie ne l'emporte. Dans leur maison à Lyon, perchée sur une colline donnant sur la Saône, l'odeur du cèdre et de l'encre flottait toujours dans le bureau de Julien. Après l'école, Léon s'asseyait dans le vieux fauteuil en cuir, les jambes repliées sous lui, pendant que son grand-père parcourait des dossiers d'éthique aéronautique, des audits de l'autorité de l'aviation civile ou des mémos sur les droits des passagers. « Tu n'as pas besoin d'être le plus bruyant », disait Julien, en lui tendant un rapport à noter. Il suffit de savoir quand le silence frappe plus fort. Quelques semaines avant ce vol, alors que la santé de Julien déclinait, il avait glissé une carte grise dans la main de Léon. « Ce n'est pas un jouet », avait-il averti, ses yeux fatigués mais perçants. « C'est un accès temporaire au cœur de ciel éthique, niveau délégué. Si quelque chose va mal, vraiment mal, tu sauras quoi faire. » Léon avait hoché la tête, non pas parce qu'il comprenait tout, mais parce que le poids de cet instant l'enveloppait comme une armure. Avec la carte, Julien lui avait donné une enveloppe scellée, contenant 6 chiffres écrits à l'encre bleue. Le code final, pour activer le protocole blanc, un mécanisme que son grand-père n'avait jamais pleinement expliqué, seulement nommé comme un dernier recours. Léon n'en avait parlé à personne, ni à ses professeurs, ni même à sa grand-mère, Colette, qui l'élevait désormais seule. Ce n'était pas une question de vantardise. Julien lui avait appris mieux que cela. C'était une question de responsabilité, de gardiennage silencieux. Assis dans le siège 36B, au fond de l'avion, entouré d'étrangers, Léon sentait le regard des autres peser sur lui, mais il restait immobile. Le siège du milieu, coincé entre un homme d'âge mûr qui feuilletait un magazine économique et une femme absorbée par un roman de Marc Lévy, était étroit, inconfortable. Pas de repose-bras fonctionnel, pas de tablette correcte, pas de hublot pour rêver. L'homme à sa gauche n'a pas bougé, son coude occupant l'espace commun. La femme à sa droite lui a jeté un sourire crispé avant de retourner à sa lecture. Léon a fixé l'appui-tête devant lui, ses mains serrant les bretelles de son sac à dos, posées sur ses genoux comme un bouclier. Les bords déchirés du billet, dans sa poche, frôlaient sa cuisse à chaque mouvement. En première classe, il y avait des sièges spacieux, des hublots lumineux, des voix douces et des plateaux de viennoiserie. Ici, en classe économique, l'air semblait plus froid, plus lourd. Personne ne lui a proposé un verre d'eau. Personne ne semblait remarquer qu'il était encore un enfant, voyageant seul, avec un sac à dos usé et un regard trop sérieux pour son âge. Mais Léon n'était pas dérangé par le silence. Il se souvenait des paroles de son grand-père, prononcées lors de réunions où des cadres l'ignoraient ou parlaient par-dessus lui. Ils n'ont pas à te respecter à voix haute. Assure-toi simplement qu'ils le regrettent en silence. Léon a tiré les manches de son sweat sur ses poignets, ses coudes serrés contre lui. Son pouce a frôlé la carte ciel éthique dans sa poche. Il pouvait le déplacer, déchirer son billet, mais ce que Claire Dubois avait fait n'était pas seulement impoli. C'était une violation d'éthique enregistrée, une faute que le système de son grand-père, conçu pour protéger la dignité des passagers, ne tolérait pas. Léon a glissé une main dans son sac à dos, en tirant un petit paquet enveloppé de tissu. À l'intérieur, la carte grise, sans ornement, portait l'inscription « Délégué ciel éthique ». Ses doigts ont tremblé légèrement, non pas de peur, mais sous le poids d'une responsabilité morale. Julien lui avait dit un soir, dans la pénombre de leur bureau lyonnais, « Tout le monde ne devrait pas avoir accès au protocole blanc. Mais parfois, certaines situations ne te laissent pas le choix. » Léon a déplié la carte et l'a insérée dans le port de sa tablette, un modèle ancien que son grand-père lui avait offert. L'écran a clignoté, révélant une interface qu'il n'avait jamais vue auparavant. Protocole délégué d'urgence. Un curseur clignotait, demandant une authentification pour escalader une violation. Léon a hésité, son pouce suspendu au-dessus de l'écran. Ce n'était pas pour récupérer son siège. Ce n'était pas pour punir Claire. C'était pour prouver quelque chose que son grand-père avait toujours cru. Même la voix la plus discrète pouvait faire trembler tout un système. Si elle choisissait le bon moment pour parler. Il a ouvert l'application de communication cryptée et a murmuré « Grand-mère, j'ai besoin de ton aide. » Le visage de Colette est apparu à l'écran en quelques secondes, ses yeux gris empreints de chaleur mais d'alerte. « Je t'écoute, Léon, » a-t-elle dit doucement. Sans élever la voix, il a expliqué, phrase par phrase, ce que Claire avait fait, comment son siège avait été révoqué sans raison, comment cela correspondait aux paramètres de violation que Julien lui avait décrits. Colette n'a pas posé de questions. Elle a simplement hoché la tête. « Utilise le code, Léon, » a-t-elle dit. « C'est pour ça qu'il te l'a donné. »
Léon a sorti l'enveloppe de sa poche, l'encre bleue de son grand-père scintillant sous la lumière pâle de la cabine. 6 chiffres, 372954. Il les a tapés un par un, avec soin, son cœur battant plus fort à chaque touche. L'écran n'a pas émis de son, n'a pas clignoté. Il a simplement affiché « Protocole blanc armé ». Léon s'est adossé à son siège, les mots gravés dans son esprit. Il n'avait pas agi par colère, il n'avait pas cherché à se venger, mais certaines limites, une fois franchies, exigeaient que le système parle plus fort que lui ne le ferait jamais. À cet instant, rien ne semblait changer. Pas de sirène, pas de lumière clignotante, juste le bourdonnement doux des moteurs, le cliquetis des gobelets en plastique, le murmure des passagers qui s'installaient. Mais 6 minutes après que Léon a entré le code, le monde aérien français allait sentir le poids d'un silence qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Le bourdonnement des moteurs de l'avion s'estompait à peine lorsque le système ciel éthique a commencé à faire sentir son poids. À peine 6 minutes après que Léon Dubois, assis dans le siège exigu 36B, eut entré le code fatal 372954 dans sa tablette, les premiers signes d'une tempête silencieuse se sont manifestés. À l'aéroport Charles de Gaulle, les écrans d'embarquement du portail 22 se sont figés, affichant un message cryptique. Erreur système, ciel éthique, protocole en cours d'évaluation. Les agents au sol, habitués aux caprices des logiciels, ont tapoté leurs écrans, froncé les sourcils, puis appelé des superviseurs. À Marseille, Nice, Toulouse, et bientôt dans 32 aéroports à travers la France, les mêmes messages ont clignoté, comme une vague invisible balayant le réseau aérien national. Les applications mobiles des passagers se sont bloquées, refusant d'afficher les zones d'embarquement. À bord du vol Air Lumière 6724, destination Nice, l'atmosphère dans la cabine s'est tendue, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Les murmures ont commencé, d'abord discrets, puis plus insistants. « Pourquoi ne décollons-nous pas » a demandé un homme en costume, assis en 5C, son ton oscillant entre l'irritation et la curiosité. Une femme 2 rangées derrière, tenant un téléphone, a lu à voix haute un message push qui venait d'apparaître sur son écran. Alerte. Suspension des opérations d'Air Lumière, suite à une violation éthique signalée. Les regards se sont tournés, cherchant un coupable, une explication. Mais personne n'a encore fait le lien avec le garçon discret du fond, celui qui, dans son sweat gris usé, fixait l'appui-tête devant lui, ses mains serrées sur son sac à dos. Dans la cabine de première classe, Claire Dubois, l'agente qui avait déchiré le billet de Léon, vérifiait son tablet professionnel, son visage crispé. L'écran affichait un message inhabituel. Alerte éthique niveau 4. Protocole blanc activé. Aucune interaction avec les passagers jusqu'à nouvel ordre. Elle a murmuré à Carlos, un steward junior à ses côtés, « Qu'est-ce que ça veut dire, protocole blanc ?» Carlos, un jeune homme aux cheveux bouclés et au sourire nerveux, a haussé les épaules. « Je ne sais pas, Claire. Mon écran est vide. » Claire a senti une sueur froide glisser le long de sa nuque. Elle a jeté un regard vers l'arrière de l'avion, là où elle avait relégué Léon, mais la foule de têtes et de sièges l'empêchait de distinguer le garçon. Elle ne savait pas encore que son geste impulsif, déchirer un billet, humilier un enfant, avait déclenché une onde de choc qui allait ébranler non seulement son vol, mais tout le système aérien français. À cet instant, elle ignorait que le nom Dubois, sur le badge de Léon, n'était pas une coïncidence banale, mais un écho du docteur Julien Dupont, l'architecte du système ciel éthique, un homme dont les auditions au Sénat, des années plus tôt, avaient forcé l'industrie à repenser ses pratiques. Dans le siège 36B, Léon restait immobile, son regard fixé sur un point invisible. Les passagers autour de lui, inconscients de son rôle dans le chaos naissant, continuaient leur routine. L'homme à sa gauche feuilletait toujours son magazine, ses lunettes glissant sur son nez, la femme à sa droite, plongée dans son roman, griffonnait des notes dans la marge, ses lèvres pincées. Mais Léon sentait le poids de ce qu'il avait fait. Ce n'était pas de la colère qui l'avait poussé à activer le protocole blanc. Ce n'était pas non plus un désir de vengeance. C'était une conviction, ancrée par les leçons de son grand-père, que certaines lignes ne devaient pas être franchies, surtout pas au détriment de la dignité humaine. Il repensait à leur maison, à Lyon, perchée sur la colline de Fourvière, où les fenêtres donnaient sur les toits ocres de la vieille ville. Là, dans le bureau de Julien, entouré de livres sur l'aéronautique et l'éthique, Léon avait appris à écouter. Julien parlait peu, mais chaque mot comptait. « La dignité, Léon, disait-il, en soulignant un passage dans un rapport de l'autorité de l'aviation civile, ce n'est pas quelque chose qu'on demande, c'est quelque chose qu'on porte, qu'on défend. Même quand tout le monde regarde ailleurs. » Ces mots résonnaient maintenant dans la tête de Léon,
comme un mantra, tandis qu'il sentait la carte ciel éthique dans sa poche, ses arêtes dures contre ses doigts. À l'extérieur de l'avion, le chaos prenait de l'ampleur. À l'aéroport d'Orly, un panneau d'affichage clignotait en rouge. Embarquement suspendu, en attente d'audit éthique. À Bordeaux, des passagers, valises à la main, regardaient, perplexes, les agents d'embarquement s'agiter autour de terminaux figés. À l'autorité de l'aviation civile, à Paris, une alerte rouge pulsait sur un mur d'écran dans la salle de conformité. Protocole blanc confirmé. Initiateur, L. Dubois, délégué ID 4260 et 11. Une femme d'une cinquantaine d'années, la directrice adjointe Sophie Laurent, s'est levée de son bureau, ses lunettes tombant sur sa poitrine. Appelez le service juridique, appelez les opérations. Et mettez-moi le ministre en ligne maintenant, a-t-elle ordonné, son ton sec mais maîtrisé. Elle connaissait le nom Dupont. Elle avait assisté, des années plus tôt, à une présentation de Julien Dupont, un homme discret mais inflexible, qui avait convaincu le gouvernement d'intégrer ciel éthique dans chaque aéroport français. Et maintenant, son petit-fils, un enfant de 12 ans, venait de déclencher le mécanisme le plus redouté de l'industrie. Un verrouillage éthique total, gelant les opérations jusqu'à ce qu'un audit de dignité humaine soit effectué. À bord, l'ambiance changeait subtilement. Les passagers, d'abord agacés par le retard, commençaient à remarquer l'agitation du personnel. Une femme en septa, Madame Élise Martin, la journaliste qui avait filmé la scène au portail, rechargeait la vidéo sur son compte Twitter, accompagnée d'un texte simple. Un enfant humilié par Air Lumière. Est-ce ainsi qu'on traite les passagers en France? La vidéo, bien que floue par endroits, montrait clairement Claire déchirant le billet de Léon et pointant un doigt autoritaire vers le fond du terminal. En quelques minutes, le post a été retweeté des centaines de fois, puis des milliers. Les hashtags Air Lumière et Sieg 36B ont commencé à apparaître, portés par une indignation croissante. Élise, assise près d'un hublot, observait les réactions sur son téléphone, son cœur battant plus vite. Elle n'était pas une activiste, mais une journaliste culturelle, habituée à écrire sur les expositions du Louvre ou les festivals de Cannes. Pourtant, quelque chose dans le regard calme de Léon, dans sa retenue face à l'humiliation, l'avait touchée. Elle a tapé un message rapide à son rédacteur en chef. « Je pense qu'on tient une histoire. Un gamin a fait trembler Air Lumière. » Dans le cockpit, le capitaine Pierre Moreau, un vétéran aux tempes grisonnantes, fixait son écran de bord. Une notification clignotait. « Alerte éthique. Vol sous révision. » Suivez les instructions du protocole blanc. Moreau, qui avait volé pendant 30 ans, n'avait vu ce message qu'une seule fois auparavant, lors d'un exercice de simulation. Il a murmuré à son copilote, un jeune homme nerveux nommé Julien. « C'est sérieux. Quelqu'un a déclenché le système de Dupont. » Julien, qui n'avait jamais entendu parler de ciel éthique avant sa formation, a haussé les sourcils. « C'est quoi, ce protocole ?» Moreau a secoué la tête, son regard sombre. « Ça veut dire qu'on ne bouge pas tant que l'autorité n'a pas donné son feu vert. Et si c'est un délégué qui l'a activé? On est dans une sacrée tempête. » Il a jeté un coup d'œil à travers la porte entr'ouverte du cockpit, espérant apercevoir le passager à l'origine de tout cela. Mais il n'a vu qu'une mer de visages confus. À l'arrière, Léon a sorti sa tablette à nouveau, ses doigts effleurant l'écran. Il a ouvert l'application cryptée pour contacter sa grand-mère, Colette, une femme élégante de 70 ans, aux cheveux argentés toujours impeccablement coiffés, même à cette heure matinale. Son visage est apparu, ses yeux perçants derrière des lunettes rondes. « Léon, tu vas bien ?» a-t-elle demandé, sa voix douce mais ferme, empreinte de cette autorité naturelle que les Lyonnais associent souvent à la sagesse des aînés. Léon a hoché la tête, sa voix à peine audible. « Ils m'ont déplacé, grand-mère, sans raison. J'ai utilisé le code. » Colette n'a pas scié. Elle connaissait le poids de ce que Léon venait de faire, car elle avait vu Julien travailler sur ciel éthique pendant des décennies, sacrifiant des nuits pour s'assurer que le système protégerait les plus vulnérables. « Tu as fait ce qu'il fallait, » a-t-elle dit, son ton mêlant fierté et gravité. « Ton grand-père serait fier. Mais maintenant attends. Laisse le système parler pour toi. » Nissa. Léon a rangé la tablette, son regard revenant à l'appui-tête. Il repensait à une soirée, des mois plus tôt, où Julien, affaibli mais lucide, lui avait expliqué le protocole blanc. « Ce n'est pas pour punir Léon, » avait-il dit, sa voix rauque. « C'est pour rappeler à l'industrie qu'elle existe pour servir, pas pour dominer. » Ces mots, gravés dans la mémoire de Léon, étaient son guide. Il n'avait pas agi pour se venger de Claire, ni pour attirer l'attention. Il avait agi parce que son grand-père lui avait appris que la dignité, dans la culture française,
était une valeur sacrée, un principe défendu par des générations, des Lumières à la Déclaration des droits de l'homme. Être humilié pour son âge, son apparence, son silence, c'était une trahison de cet idéal. Et Léon, malgré ses 12 ans, portait cet idéal comme un étendard invisible. Dans la cabine, les murmures s'intensifiaient. Un homme en 2D, M. Bernard, un avocat d'une quarantaine d'années, a levé les yeux de son journal. Il avait entendu le nom Dubois lorsque Léon s'était présenté au portail, et quelque chose dans ce nom résonnait. Bernard, spécialisé dans le droit aéronautique, avait lu des articles sur Julien Dupont, l'homme qui avait révolutionné la régulation éthique des compagnies aériennes. Il a plissé les yeux, scrutant l'arrière de l'avion. « Ce gamin !» a-t-il murmuré à sa voisine, une femme d'affaires absorbée par son ordinateur portable. « Je crois qu'il est plus important qu'il n'y paraît. » La femme a haussé un sourcil, sceptique, mais Bernard a continué, son instinct d'avocat en alerte. Si c'est un Dupont, et si Air Lumière l'a humilié, ils viennent de faire une grave erreur. Pendant ce temps, la vidéo d'Élise Martin continuait de se propager. Les médias sociaux, si chers à la culture française contemporaine, amplifiaient l'indignation. Des commentaires affluaient. Honte à Air Lumière. Un enfant seul, traité comme ça? Où est la décence française? À Paris, un présentateur de BFM TV a interrompu une émission pour lire une dépêche. Perturbation majeure dans les aéroports français suite à une alerte éthique sans précédent. Un mineur serait à l'origine du verrouillage du système ciel éthique. Dans les cafés, sur les terrasses, les conversations s'animaient. Les Français, toujours prompts à défendre les valeurs d'égalité et de justice, voyaient dans cette histoire une offense à leur sens de l'honneur collectif. À bord, les passagers commençaient à connecter les dos. Une femme en Dixby, qui avait vu la vidéo sur Twitter, s'est tournée vers son mari. « C'est le garçon du fond ?» « Non. » Celui qu'ils ont déplacé. Son mari, un professeur d'histoire, a hoché la tête. « Si c'est vrai, ce gamin a du cran. » Claire, de son côté, sentait la panique monter. Elle a traversé l'allée, son badge scintillant sous les lumières de la cabine, et s'est arrêtée près du galet avant. Elle a murmuré au capitaine Moreau, à travers la porte entr'ouverte du cockpit. « Pierre, qu'est-ce qui se passe? Mon écran parle d'une alerte éthique. » Moreau, sans quitter son tableau de bord des yeux, a répondu d'un ton sec. « On est sous révision, Claire. Quelqu'un a activé le protocole blanc. » « Tu as une idée de qui? » Claire a blêmi, ses doigts serrant son tablet. Elle repensait à Léon, à son regard calme, à sa voix posée. « Le gamin en 36B. » a-t-elle murmuré. Plus pour elle-même que pour Moreau. Le capitaine a levé un sourcil, son expression indéchiffrable. « Si c'est lui, tu as choisi le mauvais passager à provoquer. » À l'arrière, Léon restait silencieux, mais il sentait les regards. Les passagers, d'abord indifférents, commençaient à l'observer, certains avec curiosité, d'autres avec un mélange de respect et de méfiance. L'homme à sa gauche a fermé son magazine, jetant un coup d'œil furtif au garçon. La femme à sa droite a rangé son roman, ses yeux s'attardant sur le sac à dos usé de Léon. Mais Léon ne cherchait pas leur approbation. Il repensait à une phrase que Julien répétait souvent, tirée d'un vieux discours de Victor Hugo qu'il aimait citer. « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. » Pour Léon, l'heure était venue. Non pas pour lui, mais pour le système que son grand-père avait bâti, un système conçu pour rappeler à l'industrie que chaque passager, même le plus discret, méritait le respect. Et maintenant, alors que les écrans des aéroports s'éteignaient, que les vols s'immobilisaient et que les réseaux sociaux s'enflammaient, ce système parlait plus fort que Léon ne l'aurait jamais fait. L'avion d'Air Lumière 6724 a touché le sol à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur dans un silence presque irréel. Les pneus ont crissé sur le tarmac, mais aucun applaudissement spontané, si courant dans les vols français, n'a suivi. Les passagers, habituellement pressés de détacher leur ceinture et de récupérer leurs bagages, restaient figés, leur regard oscillant entre leur téléphone et l'arrière de l'avion, là où Léon Dubois, le garçon de 12 ans dans son sweat gris, était assis, immobile, dans le siège 36B. Une tension invisible planait dans la cabine, comme si chacun savait que ce vol n'était pas un simple trajet de Paris à Nice, mais le théâtre d'un événement qui allait marquer l'histoire de l'aviation française. Les écrans des sièges clignotaient toujours avec des messages d'erreur, et les murmures des passagers, alimentés par les notifications sur leur téléphone, formaient un bourdonnement sourd. Une femme en 8C, qui faisait défiler Twitter, a murmuré à son voisin. Ils disent que c'est un enfant qui a déclenché tout ça, un verrouillage éthique national. Son voisin, un retraité aux lunettes épaisses, a hoché la tête, impressionné. En France, même les enfants savent défendre la justice,
a-t-il répondu, une pointe de fierté dans la voix, comme si cet incident reflétait l'esprit d'un pays forgé par les idéaux de la Révolution. Mais Léon, lui, ne cherchait ni gloire, ni reconnaissance. Ses mains serraient toujours les bretelles de son sac à dos, ses yeux fixés sur l'appui-tête devant lui, comme s'il était ailleurs, dans le bureau de son grand-père à Lyon, où l'odeur du cèdre et des vieux livres emplissait encore l'air. L'annonce habituelle du commandant « Mesdames et messieurs, bienvenue à Nice » n'est pas venue. À la place, la voix grave du capitaine Pierre Moreau a résonné dans l'intercom, teintée d'une gravité inhabituelle. « Mesdames et messieurs, nous sommes priés de rester à bord jusqu'à nouvel ordre. Des représentants de l'autorité de l'aviation civile vont monter à bord pour une vérification. Veuillez rester assis. » Les passagers ont échangé des regards perplexes. Certains ont chuchoté, d'autres ont sorti leur téléphone pour vérifier les dernières nouvelles. À l'avant, Claire Dubois, l'agente qui avait déchiré le billet de Léon, se tenait près du galet, son badge scintillant sous la lumière pâle de la cabine. Son visage était blême, ses mains tremblantes serrant son tablett, qui affichait toujours l'alerte fatidique. Protocole blanc activé. Aucune interaction avec les passagers autorisés. Elle jetait des regards nerveux vers l'arrière, là où Léon était assis, mais elle n'osait pas s'approcher. Elle savait maintenant que son geste impulsif au portail 22 avait déclenché une tempête qu'elle n'avait pas anticipée. Elle ignorait encore que le garçon qu'elle avait humilié portait le nom de Dupont, un nom lié à Julien Dupont, l'homme dont les réformes éthiques avaient transformé l'industrie aéronautique française. Mais les autres, dans la cabine, commençaient à comprendre. Madame Élise Martin, la journaliste assise en septa, tapait frénétiquement sur son téléphone. Sa vidéo, postée sur Twitter quelques heures plus tôt, avait dépassé les 100 000 vues. Et les rédactions nationales, Le Monde, Libération, France Info, reprenaient l'histoire. Un enfant de 12 ans paralyse les aéroports français après une humiliation par Air-Lumière, titrait un article. Élise, avec son instinct de journaliste, sentait qu'elle tenait une histoire qui allait au-delà d'un simple incident. C'était une parabole sur la dignité, sur la manière dont la France, pays des droits de l'homme, traitait ses citoyens les plus vulnérables. Elle a envoyé un message à son rédacteur en chef. « Je veux écrire un long format sur ce garçon. Il incarne quelque chose de profond, quelque chose de français. » Pendant ce temps, à l'arrière, M. Bernard, l'avocat en droit aéronautique assis en 2D, griffonnait des notes sur un carnet. Il avait reconnu le nom de Léon dès que les alertes avaient commencé à circuler. « Dupont » murmurait-il, repensant aux auditions sénatoriales où Julien Dupont avait défendu la nécessité d'un système comme ciel éthique. Bernard savait que ce garçon n'était pas un passager ordinaire. Il a jeté un regard vers l'arrière, observant la silhouette frêle de Léon, et a murmuré à sa voisine « Ce gamin vient de rappeler à tout le monde ce que signifie la justice. » Lorsque la porte de l'avion s'est ouverte, 3 officiers de l'autorité de l'aviation civile sont montés à bord, leurs uniformes sobres mais impeccables contrastant avec l'agitation de la cabine. Ce n'étaient pas des agents de sécurité ordinaires, mais des membres de la division de conformité, des figures rares, respectées et craintes dans l'industrie. Le chef, un homme d'une 50aine d'années nommé Philippe Renaud, tenait une tablette numérique affichant l'alerte protocole blanc. Il a jeté un regard circulaire, son expression neutre mais ferme, avant de s'adresser à l'équipage. « Restez en place », a-t-il ordonné au capitaine Moreau, qui se tenait près du cockpit. « Nous devons parler à un passager, siège 36B. » Un murmure a parcouru la cabine, et tous les yeux se sont tournés vers Léon. Claire, figée près du galet, a senti son estomac se nouer. Elle a voulu parler, expliquer, se défendre, mais les mots sont restés coincés dans sa gorge. Léon, lui, n'a pas hésité. Il s'est levé calmement, son sac à dos sur une épaule, et a marché vers l'avant, passant devant les mêmes passagers qu'il avait ignorés lorsqu'il avait été relégué à l'arrière. Aucun d'eux n'osait croiser son regard maintenant, sauf Madame Élise, qui lui a offert un sourire discret, presque complice. Arrivé à l'avant, Léon s'est arrêté devant Philippe Renaud. L'officier l'a regardé, non pas avec condescendance, mais avec un respect prudent. « Monsieur Dubois, a-t-il dit, sa voix basse mais claire, nous avons été informés de votre action. Votre discrétion est appréciée. » Léon a hoché la tête, sans un mot. Ce n'était pas un geste de défi, mais une affirmation de ce qu'il savait déjà. Il avait fait ce que son grand-père lui avait appris. Ce n'était pas personnel, a-t-il murmuré, sa voix à peine audible. Renaud a esquissé un sourire. C'est précisément pourquoi ça a fonctionné. Les autres officiers ont échangé un regard, puis l'un d'eux a fait signe à Claire de s'approcher. « Madame Dubois, a dit Renaud, son ton plus froid,
Vous serez convoqué pour un entretien disciplinaire. Une violation éthique a été enregistrée. Claire a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Elle a baissé les yeux, son badge semblant soudain peser une tonne sur sa poitrine. Les passagers, libérés peu après, ont quitté l'avion dans un silence inhabituel. Certains ont ralenti en passant devant Léon, comme pour graver son visage dans leur mémoire. Une vieille dame, portant un foulard Hermès, s'est arrêtée brièvement et a murmuré « Bravo, petit !» Léon n'a pas répondu. Mais il a hoché la tête. Un geste simple mais chargé de dignité. À l'extérieur, sur le tarmac, 2 SUV noirs et un véhicule banalisé aux plaques gouvernementales attendaient près de la passerelle. Les officiers ont escorté Léon vers une salle privée de l'aéroport où une femme élégante, Madame Sophie Laurent, la directrice adjointe de l'autorité de l'aviation civile, l'attendait. Elle l'a accueilli avec un sourire chaleureux, inhabituel pour une fonctionnaire de son rang. « Léon, a-t-elle dit, ton grand-père serait fier de toi. » Léon a baissé les yeux, gêné. « Je n'ai fait que suivre ce qu'il m'a appris, » a-t-il répondu. Sophie a hoché la tête. Et c'est assez pour changer les choses. Pendant ce temps, à Paris, le siège d'Air Lumière était en ébullition. Dans une salle de conférence au dernier étage d'un immeuble haussmannien, le PDG, Marc Lefebvre, tapait du poing sur la table. « Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi 1 milliard d'euros d'opérations sont gelés ?» a-t-il tonné, son visage rouge de frustration. Le directeur de la conformité, un homme nerveux nommé Étienne, a poussé un rapport vers lui. « Vol 6724, monsieur. Une violation éthique vérifiée. » Le protocole blanc a été activé par un délégué, Léon Dubois. Lefebvre a froncé les sourcils. Dubois, comme Julien Dupont? Étienne a hoché la tête. Son petit-fils. Un silence lourd s'est abattu sur la salle. La directrice des ressources humaines, Claire Beaumont, a ajouté « L'autorité exige un audit éthique complet de nos pratiques. Si nous ne fournissons pas les journaux de comportement des 3 derniers mois, nous perdrons l'accès à Ciel Éthique pour toujours. » Lefebvre s'est adossé à son siège, abasourdi. « Tout ça pour un siège mal attribué ?» Étienne a secoué la tête. « Non, monsieur, pour un manque de respect envers un passager mineur. Et pas n'importe quel passager. » À Nice, Léon a été autorisé à rentrer chez lui après un bref entretien avec les officiers. Il a pris un taxi jusqu'à Lyon, son sac à dos posé sur le siège à côté de lui. En chemin, il a reçu un message de sa grand-mère. « Colette, tu as fait ce qui était juste. Repose-toi maintenant. » À son arrivée, il s'est rendu directement dans le bureau de Julien, à Fourvière. La pièce était telle qu'il l'avait laissée. Les étagères remplies de livres sur l'aéronautique, les rapports annotés, l'odeur de cèdre et d'encre. Il s'est assis dans le vieux fauteuil en cuir, ses jambes repliées sous lui, et a sorti la carte Ciel Éthique de sa poche. Il l'a tournée entre ses doigts, repensant aux mots de son grand-père. Le pouvoir n'est pas dans le bruit, Léon. Il est dans la préparation. Dans le moment où tu choisis de ne pas détourner le regard. Hi. Quelques jours plus tard, les répercussions de l'incident se faisaient encore sentir. Madame Élise Martin a publié un article dans Le Monde, intitulé « Le garçon du siège 36B », une leçon de dignité. Elle y décrivait Léon, non pas comme un héros, mais comme un symbole de la valeur française de la justice, de l'idée que même les plus jeunes ont le droit d'être respectés. Antoine, le jeune employé de l'aéroport qui avait assisté à la scène au portail 22, a décidé de témoigner auprès de l'autorité, confirmant l'attitude de Claire. Sa décision, bien que risquée pour sa carrière, lui a valu le respect de ses collègues. « J'ai vu un enfant être traité comme s'il ne comptait pas », a-t-il écrit dans son rapport. Je ne pouvais pas rester silencieux. L'industrie aéronautique, secouée par l'incident, a réagi rapidement. Air Lumière, sous la pression de l'autorité, a annoncé la mise en place d'un nouveau règlement, le protocole Léon, qui garantissait des protections renforcées pour les passagers mineurs et un système de signalement anonyme, le PASS, Passenger Alert Support System. Ce système, accessible via les écrans des sièges, permettait à tout passager, même un enfant, de signaler une injustice sans confrontation. Lors d'un vol d'essai, 1 mois plus tard, un garçon d'environ l'âge de Léon, voyageant sur une liaison Paris-Toulouse, a accidentellement occupé un mauvais siège. L'hôtesse a commencé à hausser le ton, mais le garçon a tapé sur l'icône PASS de son écran. Une alerte discrète a été envoyée et un superviseur est intervenu avant que la situation ne dégénère. Le système fonctionnait. Et c'était là tout l'héritage de Léon. À Paris, une plaque de bronze a été dévoilée au siège de l'autorité de l'aviation civile. Sobre, elle portait une citation. « Les systèmes peuvent oublier,
Mais les gens ne devraient pas. En dessous, en plus petit, était gravé Protocole Léon, en l'honneur de L. Dubois, pour avoir défendu la dignité des passagers. Lors de la cérémonie, Madame Sophie Laurent a pris la parole, tenant un billet d'avion laminé, inutilisé, portant le nom de Léon Dubois, vol 6724, siège 36B. Nous avons des milliers de protocoles pour la sécurité, a-t-elle déclaré, sa voix tremblante d'émotion. Mais celui-ci concerne la manière dont nous nous traitons les uns les autres, quand les ceintures sont détachées, quand personne ne filme, quand il ne reste que l'humain face à l'humain. Elle a levé le billet. À partir d'aujourd'hui, le siège 36B restera vide sur certains vols d'Air Lumière, comme un rappel de ce que signifie la dignité. Voyons. À Lyon, Léon regardait la retransmission de la cérémonie à la télévision, assis sur le canapé, un bol de soupe préparé par Colette à côté de lui. « Tu vas bien » a-t-elle demandé, s'asseyant à ses côtés. Il a hoché la tête. « Oui, juste. Je pense à lui. » Colette a souri, posant une main sur son épaule. « Tu as changé quelque chose, Léon. Pas seulement pour toi, mais pour tout le monde. » Léon a haussé les épaules. « Je ne voulais pas changer quoi que ce soit. Je voulais juste faire ce qu'il m'a appris. » Colette a ri doucement. « Et c'est pour ça que ça compte. » Dans les aéroports français, des affiches ont commencé à apparaître sur les passerelles. La dignité des passagers compte. Si vous voyez quelque chose, signalez-le ou utilisez passe. En bas, en gris discret, une phrase, inspirée par le siège 36B. Certains voyageurs s'arrêtaient pour lire, d'autres passaient sans y prêter attention. Mais sur presque tous les vols, quelqu'un tapait sur l'icône passe, non pas parce que quelque chose allait mal, mais pour savoir qu'il pouvait le faire, pour savoir qu'il comptait. Et parfois, un agent d'embarquement, consultant la liste des passagers, repérait un enfant voyageant seul et lui lançait un regard particulier. « Vous voulez le 36B » demandait-il. Si l'enfant demandait pourquoi, l'agent répondait toujours « Parce qu'un jour, un garçon s'est assis là et a rappelé au monde à quel point le silence peut être puissant. » Léon n'a jamais donné d'interview. Il n'a jamais posté sur les réseaux sociaux, n'a jamais répondu aux milliers de messages qui inondaient la boîte de réception du délégué ciel éthique. Certains étaient indignés, d'autres reconnaissants, d'autres simplement curieux. Il les lisait tous. Mais il n'avait pas besoin de parler. Son action parlait pour lui. Un après-midi, dans le bureau de Julien, il a ouvert un tiroir et en a sorti une page manuscrite, le brouillon original du protocole blanc, écrit de la main de son grand-père. L'encre était légèrement fanée, mais les mots restaient clairs. La dignité n'a pas besoin de crier. Elle doit simplement être éveillée et prête quand le moment vient. Léon a tracé les lignes du bout des doigts, un sourire discret sur les lèvres. Il n'avait pas cherché à être un héros, il avait simplement choisi de ne pas détourner le regard. Et dans ce choix, il avait donné une voix à tous ceux qui, comme lui, avaient un jour été jugés trop petits pour compter. L'histoire du siège 36B, incarnée par Léon Dubois, un garçon de 12 ans qui a paralysé le système aérien français pour défendre sa dignité, résonne profondément avec les valeurs fondamentales de la culture française, la justice, l'égalité et le respect de l'individu. En France, un pays façonné par les idéaux des Lumières et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, cette histoire n'est pas seulement un incident isolé, mais une parabole moderne sur la manière dont chaque personne, même la plus jeune, peut faire entendre sa voix face à l'injustice. À travers l'acte silencieux mais puissant de Léon, qui a activé le protocole blanc pour répondre à une humiliation publique, nous sommes invités à réfléchir à la portée de nos propres actions, à la valeur de la dignité et à la responsabilité que nous portons tous dans la défense de ces principes. Cette réflexion explore les leçons tirées de cette histoire et leur application dans notre vie quotidienne, en s'inspirant de l'esprit français qui valorise la réflexion, l'intégrité et l'engagement civique. L'un des aspects les plus frappants de l'histoire de Léon est sa retenue. Face à l'humiliation infligée par Claire Dubois, qui a déchiré son billet de première classe et l'a relégué à l'arrière de l'avion, Léon n'a pas crié, n'a pas pleuré, n'a pas cherché à se défendre par des mots. Il a choisi le silence, un silence chargé de dignité, appris de son grand-père, Julien Dupont, qui lui a enseigné que le pouvoir n'est pas dans le bruit, mais dans la préparation. Cette retenue reflète une valeur profondément enracinée dans la culture française. La maîtrise de soi. En France, où l'élégance et la mesure sont souvent célébrées, la capacité à rester calme face à l'adversité est vue comme une force. Léon incarne cette idée en agissant non pas par colère, mais par conviction, utilisant le protocole blanc non pour punir, mais pour rappeler à l'industrie aérienne ses obligations éthiques.
Dans nos vies quotidiennes, cette leçon nous invite à repenser notre manière de réagir face aux injustices, petites ou grandes. Combien de fois avons-nous cédé à l'impulsion de répondre avec colère ou de chercher à nous justifier immédiatement? L'histoire de Léon nous enseigne que la dignité n'a pas besoin de cris pour être entendue. Par exemple, face à une remarque désobligeante au travail ou à une injustice dans un espace public, nous pouvons choisir de répondre avec calme, en posant des actions réfléchies, plutôt qu'en nous laissant emporter par l'émotion. Cela pourrait signifier signaler une faute via les canaux appropriés, comme Léon l'a fait avec le système PASS, ou simplement refuser de se plier à une situation qui viole nos principes. En cultivant cette retenue, nous affirmons notre valeur sans avoir besoin de l'approbation des autres. Léon, à seulement 12 ans, incarne une autre valeur française. L'idée que chaque individu, peu importe son âge ou son statut, a le droit d'être respecté. En France, où l'éducation et la protection des enfants sont prises très au sérieux, l'histoire de Léon résonne comme un rappel que les jeunes ne sont pas seulement l'avenir, mais aussi le présent. Son action, qui a secoué une industrie entière, montre que le pouvoir ne réside pas dans la taille ou la position sociale, mais dans la capacité à défendre ce qui est juste. Cette idée est ancrée dans l'histoire française, des révoltes estudiantines de mai 68 au mouvement citoyen qui continue d'influencer la politique nationale. Léon, en tant que délégué du ciel éthique, a utilisé un outil légué par son grand-père pour faire entendre sa voix, prouvant que même les plus petites mains peuvent actionner les leviers du changement. Dans notre vie quotidienne, cette leçon nous encourage à ne pas sous-estimer notre propre influence. Combien de fois avons-nous pensé que nos actions étaient insignifiantes face à des systèmes plus grands, une entreprise, une institution, une société? L'histoire de Léon nous rappelle que chaque geste compte, par exemple, écrire une lettre à une administration pour signaler une injustice, participer à une réunion communautaire pour défendre une cause, ou même partager une histoire inspirante sur les réseaux sociaux, peut créer une onde de choc, tout comme la vidéo de Madame Élise Martin a amplifié l'impact de l'action de Léon. En France, où le débat public et l'engagement civique sont valorisés, nous pouvons tous être des délégués de nos propres valeurs, utilisant les outils à notre disposition, qu'il s'agisse d'un vote, d'une pétition ou d'une conversation, pour faire avancer la justice. L'histoire du siège 36B met également en lumière une responsabilité collective, une idée chère à la culture française, où la solidarité et le bien commun sont des piliers de la société. Lorsque Léon a été humilié, les passagers autour de lui ont observé, certains avec gêne, d'autres avec indifférence. Seule Madame Élise a agi en filmant la scène et Antoine, l'employé d'aéroport, a fini par témoigner. Leur courage, bien que discret, a contribué à donner une portée nationale à l'incident. Cette dynamique reflète une tension dans la société française, l'équilibre entre l'individualisme et la responsabilité envers les autres. La culture française valorise l'idée que chacun doit contribuer au bien, être collectif, que ce soit par des actes de civisme ou par la défense des plus vulnérables. Dans nos vies, cette leçon nous pousse à réfléchir à notre rôle dans les moments où nous sommes témoins d'une injustice. Combien de fois avons-nous détourné le regard, par peur ou par commodité? L'histoire de Léon nous invite à agir, même de manière modeste. Cela peut signifier intervenir poliment lorsqu'un collègue est traité injustement, signaler un comportement inapproprié dans un espace public, ou simplement offrir un mot de soutien à quelqu'un qui semble marginalisé. En France, où le concept de fraternité est inscrit dans la devise nationale, ces petits gestes sont essentiels pour construire une société plus équitable. Comme le pass mis en place après l'incident, nous pouvons tous être des gardiens de la dignité des autres, prêts à appuyer sur une alerte symbolique lorsque cela est nécessaire. Enfin, l'histoire de Léon est imprégnée d'une autre valeur française, le respect de la mémoire et du legs. Léon agit non seulement pour lui-même, mais pour honorer l'héritage de son grand-père, Julien Dupont, dont les idées ont façonné Ciel Éthique. Cette connexion au passé, si importante dans la culture française, où l'histoire et la tradition guident souvent les actions présentes, donne à l'histoire une profondeur émotionnelle. Léon n'a pas cherché la gloire. Il a agi pour rester fidèle à une promesse faite à son grand-père, pour défendre une vision de la dignité humaine. Cette fidélité au passé est un moteur puissant, qui rappelle les grandes figures françaises, de Voltaire à Simone Veil, qui ont transformé la société en s'appuyant sur des principes intemporels. Dans nos vies, cette leçon nous encourage à puiser dans nos propres héritages, qu'il s'agisse des valeurs transmises par nos familles, des leçons apprises à l'école ou des idéaux de notre culture. Par exemple, nous pouvons nous inspirer des principes de justice et d'égalité pour guider nos décisions, que ce soit dans nos relations personnelles ou dans nos engagements professionnels. Comme Léon, qui a porté la carte Ciel Éthique comme un talisman,
Nous pouvons porter nos valeurs comme une boussole, nous rappelant de rester fidèles à ce qui nous définit, même dans les moments difficiles. Cette histoire, Siège 36B, n'est pas seulement celle de Léon Dubois, mais celle de chacun de nous. Elle nous rappelle que la dignité est un droit universel, et que défendre ce droit, même par des actions discrètes, peut changer le monde. Alors, que feriez-vous si vous étiez assis dans le siège 36B? Resteriez-vous silencieux ou appuieriez-vous sur l'icône Passe pour faire entendre votre voix? Partagez cette histoire avec vos amis, vos collègues, votre famille. Cliquez sur J'aime pour montrer que vous soutenez les valeurs de justice et de dignité. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants qui célèbrent l'esprit français. Et laissez un commentaire ci-dessous. Racontez-nous où vous regardez cette vidéo et partagez ce que vous feriez face à une injustice. Ensemble, faisons en sorte que chaque siège, chaque voix, compte.